Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi 18 juillet 2017. Alors, au programme aujourd'hui, l'inflation au Royaume-Uni attendue stable à 2,9%. Alors stable, oui, mais elle est très élevée parce qu'elle est passée depuis le vote du Brexit de 0,3 à 2,9%. Donc c'est un petit peu un fléau qu'il y a au Royaume-Uni, c'est-à-dire que la plupart des banques centrales, toutes les banques centrales sont à la recherche d'inflation, c'est le facteur entre guillemets qui euh, qui pénalise un petit peu toutes les banques centrales. La croissance est plutôt bonne, mais si on regarde la Banque du Japon, l'inflation est à 0,2. L'inflation européenne, elle est aux alentours. Alors ça dépend laquelle on prend, hein, si on prend l'inflation core ou l'inflation classique, mais grosso modo, elle est autour des 1,3-1,4%. Au Canada, 1,1. Aux États-Unis, 1,7. Et voilà, celle du Royaume-Uni, 2,9 à cause de la dépréciation de la livre depuis le vote. Alors, je salue un petit peu la salle de trading. Alors bonjour à vous Brigitte, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous François, les deux François, François Lecorse et François Hoffman. Bonjour Daniel et bonjour Frédéric. Voilà, pas mal d'habitués, ça fait plaisir. On commence tout de suite par l'avertissement gaz sur le risque. Trader de Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Donc voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui les yeux seront rivés sur cette inflation. Pourquoi? Eh bien, on a de plus en plus de spéculations quant à une hausse des taux de la BOE. La semaine dernière, on a eu la BOC qui a rejoint le club de la Fed, le club de resserrement de la politique monétaire. Peut-être que la prochaine sera la BOE. En tout cas, il y a de plus en plus de membres de la Banque d'Angleterre qui ont voté la dernière fois, enfin les dernières réunions, pour une hausse des taux. Donc, à mon avis, ce n'est qu'une question de temps. En tout cas, tant que la livre est bas, l'inflation sera élevée. C'est ce qu'on va voir juste après. Je vous ai préparé un graphique en fin de diapo, comme vous avez l'habitude de retrouver. Et voilà. Donc, si vous pensez que il y aura une hausse des taux pour la prochaine réunion, on va dire en septembre, parce que bon, les hausses des taux pendant l'été, c'est possible, mais c'est pas non plus commun. Donc voilà, si vous pensez qu'il y a une hausse des taux en septembre, s'il vous plaît, m'en faire part dans la boîte de dialogue, parce que j'aimerais connaître vos avis. La spéculation vient de commencer un petit peu sur le marché. On pourrait retrouver ce qu'on a connu sur le DXY en fin d'année dernière. On a eu vraiment un rallye haussier sur le DXY. DXY avait pris 15%, il me semble, en l'espace de quelques mois. Voilà, 10-15%. Et donc, ça dépendra du rythme de hausse des taux de la BOC et de la BOE, mais concrètement, on peut avoir un rallye haussier. Alors, à long terme, mon avis, il est quand même plutôt baissier sur le pound, étant donné qu'on a le Brexit. Après, tout dépendra des négociations, mais globalement, la hausse de la spéculation, enfin, la hausse du cours soutenue par la spéculation pourrait à terme être rattrapée par les négociations du Brexit. Bonjour à vous, Jean-Yves. Alors, on fait un petit point sur le marché. Gouvernement science américaine hier totalement neutre. DXY, Dodge, les indices boursiers n'ont pas progressé. Évolution de territoire inconnu. Alors Dow Jones, excusez-moi, c'est moins 0,04%. Je l'ai mis en bleu parce que c'est globalement neutre, hein. On n'a pas vraiment d'indication quand on a simplement un retracement de 0,04. On appelle ça plutôt une consolidation plutôt qu'une séance de repli. On a simplement les obligations américaines qui ont reculé, moins 0,92. Euh, Résumé de la séance asiatique, on a le yen qui progresse, le yen pardon qui recule, le gold qui progresse, et ensuite le marché des indices qui évolue en rythme dissipé. Voilà, on a le Nikkei qui recule, le CSI 300 neutre, le Hang Seng qui est haussier, enfin c'est pas le Hang Seng, excusez-moi. Oula, j'ai un problème avec cette diapositive. C'est le MSCI Asia Pacific qui est à plus 0,10%. Donc concrètement, on n'a pas vraiment de tendance sur le marché des indices ces deux dernières séances. Enfin ces deux dernières séances. Le calendrier économique, donc on a eu l'indice de prix à la consommation en Nouvelle-Zélande publié en léger repli hier, enfin cette nuit, 1,7 contre 2,2%. Le consensus tablé sur un repli de 1,9, donc c'est baissier pour le dollar néo-zélandais à court terme. Nous aurons donc 10h30 l'indice des prix à la consommation UK à 2,9%. Et enfin à 11h l'enquête ZOO de la zone euro et allemande.
Alors voilà, le graphique de la journée, l'indice de prix à la consommation est passé de 0,3 à 2,9% depuis le Brexit. J'ai ajouté à cela une moyenne mobile à 3 ans. À quoi va servir cette moyenne mobile? Eh bien parce qu'une inflation c'est bien, mais concrètement on ne sait pas comment on se situe par rapport au temps. Le mieux serait, enfin ce qui serait utile également serait d'ajouter une moyenne mobile à 10 ans, mais étant donné que je n'ai que 10 ans d'historique, je n'aurai pas assez j'ai pas assez d'historique pour avoir une courbe vraiment intéressante. Mais si on regarde par rapport à la moyenne de 3 ans, vous voyez que l'inflation l'a dépassé très rapidement et donc on a vraiment un choc des prix au Royaume-Uni. Si par exemple l'inflation augmente mais en suivant la moyenne mobile, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas un delta, on va dire un espace entre l'inflation et la moyenne mobile qui est important. Là, on a vraiment un delta important. Et bien sûr, on a vraiment un choc inflationniste ou déflationniste. Ça va dépendre de la direction. Mais voilà, là, on a vraiment un momentum haussier. Vous voyez que la moyenne mobile, la moyenne d'inflation des 3 dernières années est environ 1%, alors que l'inflation actuelle est environ, elle est à 2,9, tout simplement. Donc voilà, on a vraiment quelque chose d'important, une hausse importante de l'inflation. Alors, je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais pu ajouter à cela les précédents taux de la BOE. Ça aurait été intéressant de comparer l'inflation et, euh, et les taux de la BOE. Par exemple, ici, peut-être qu'on avait eu une hausse des taux de la BOE quand l'inflation remontait. Voilà, je ne sais pas, mais c'est possible. En tout cas, ce qui est intéressant à voir également, c'est entre 2008 et 2013, l'inflation moyenne sur 3 ans, eh bien, était autour des 2,5-3%. Voilà, donc c'est assez intéressant à constater cela. Là, on revient sur la moyenne, l'inflation revient sur la moyenne qu'il y avait entre 2008 et 2013. Alors, on passe au marché. L'euro GBP. Donc l'euro a pris le dessus hier. Je me souviens François qui me demandait où allait l'euro. Alors moi j'avais plutôt un avis négatif sur du swing trading 0,8720. Je pense que la livre prendra le dessus sur du court terme, étant donné qu'il y a une spéculation de plus en plus positive. Euh, Ça dépendra bien évidemment en intraday de l'enquête Zoo et de l'inflation. Si on a une inflation du Royaume-Uni à 2,9 ou plus, ça sera haussier pour la livre et donc baissier pour l'euro GBP. Et étant donné que le marché ça soutiendra la possible hausse des taux de la BOE, parce qu'une hausse des taux, ça compenserait, ça viendrait ralentir cette inflation. Euh, donc voilà, si on a une inflation au-dessus de 2,9 aujourd'hui, ça soutiendra la livre. Si on en a une en dessous, ça sera baissier et donc l'euro GBP progressera en direction des 0,8842. Voilà. Donc tout va dépendre vraiment de l'inflation aujourd'hui. Je ne préfère pas vous donner une stratégie, mais voilà, il y a deux scénarios. Soit la livre s'apprécie et dans ce cas-là, soit on a une inflation qui est au-dessus de 2,9, la livre s'apprécie et donc l'euro GBP ira rejoindre les 0,8720. Ou l'inverse, si l'inflation est inférieure à 2,9, la livre sera délaissée et les 0,8842 sera le prochain objectif. GBP USD. Le GBP USD, donc l'objectif à 1,3030 qui avait été annoncé dans mon article de la semaine dernière a été atteint. Donc il y a eu à peu près 150 pips de gain. Ça on l'avait vu la dernière fois. Alors là, cette zone à 1,30 environ, c'est une zone de pivot importante. On peut élargir un petit peu cette zone. Voilà, concrètement, ici, vous voyez, on avait vraiment une consolidation. On va essayer de la retracer cette zone. Alors elle sera assez large, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est pour être précis, c'est-à-dire que dans ce niveau de prix, pour faire large, eh bien on aura sûrement une consolidation. Voilà, on a une consolidation entre ces deux bornes. Donc moi je pense que le GBP USD peut venir chercher les 1,33, même si concrètement la livre est stable, c'est le dollar US qui portera le GBP USD vers le haut. Parce que je vous le rappelle,
euh, enfin, hier, le dollar US a marqué un plus bas de 10 mois. Il est revenu chercher 94, 85. Donc voilà, on a vraiment une belle tendance baissière sur le DXY, c'est tout simplement le marché qui n'est pas satisfait de la politique monétaire de la Fed. Même s'il y a une hausse des taux, ce qui est important à savoir, c'est que le marché ne paye ou vend pas selon les taux, mais selon les prévisions. C'est-à-dire que dès qu'on a une prévision d'hausse des taux, eh bien le marché va spéculer de plus en plus. Mais dès que les anticipations ont été pricées, on peut avoir une hausse des taux et n'avoir aucun mouvement sur le marché. Voilà. Donc là, on a, malgré les hausses des taux qu'il y a eu sur DXY, donc le 15 mars dernier, le 14 juin dernier, eh bien, vous voyez que la tendance, elle est baissière depuis le début de l'année. Tout simplement parce que, eh bien, depuis le premier trimestre, le marché a plutôt l'impression qu'il y aura 3 hausses des taux plutôt que 4 cette année, alors que l'année dernière, il tablait sur 4. C'est pour ça qu'on a eu cette hausse, une hausse massive. Donc là, le marché a pricé les 4 hausses des taux. Le marché a commencé à comprendre qu'il n'y en aurait que 3, et donc la déception. Voilà. Maintenant, si la Fed dit on va réduire le bilan d'ici le bilan sera à zéro, le bilan de la Fed sera à 0 $ dans 2 ans et on va faire 5 hausses des taux l'année prochaine, le DXY reviendra sur ses sommets, même au-delà. Voilà, donc tout dépend vraiment des anticipations de la Fed et si elles sont revues à la hausse ou à la baisse, eh bien c'est ça qui crée les tendances. Donc là pour la BOE, c'est pareil. Si on a concrètement une hausse des taux pour la prochaine réunion et qu'on voit un rythme soutenu d'hausse des taux et que ça surprend le marché d'un point de vue positif, eh bien le GBP/USD ira atteindre les 1,35 et 1,40. À terme, je ne pense pas que c'est le début de la tendance haussière où on va revenir à un GBP/USD à 1,70, pas du tout, parce qu'on a le Brexit qui pèse et qui va continuer à peser pour encore plusieurs mois et à mon avis quelques années. Mais voilà, on pourrait voir à long terme, hein, je parle, on pourrait voir un GBP/USD qui vient chercher les 1,40 et ensuite qui vient chercher les 1,25, 1,20. Voilà, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc GBP/USD concrètement à court terme, je vais pas donner de stratégie en intraday. Enfin, c'est comme l'euro GBP. Concrètement, si on a une inflation au-dessus de 2,9, eh bien, ça sera positif pour la livre et donc le GBP/USD. Alors en intraday, je pense qu'il pourra aller chercher. Alors, je vais essayer de trouver un niveau de résistance. On va se mettre en weekly et on va prendre des clôtures weekly, des clôtures weekly assez proches du cours. Donc là, on a une clôture weekly qui est intéressante. Vous voyez, c'est la clôture donc euh, hebdomadaire du 18 juillet 2016 et vous pouvez voir que c'était un petit pivot. Voilà, donc en intraday, si on a une inflation plutôt bonne, alors on est relativement proche, hein, je vous l'accorde, ou même je ne sais pas si ça vaut la peine. C'est une dizaine de pips, non ça sert à rien. Mais vous pouvez voir, regardez, que cette clôture hebdomadaire de juillet 2016, eh bien, a parfaitement été efficace. Alors oui, on pourrait chercher des niveaux de support résistance partout, mais voilà, je l'ai trouvé assez rapidement, je n'ai pas vraiment cherché à avoir une résistance et vous pouvez voir que celle-ci a été quand même efficace hier. Bon, la prochaine résistance, ça sera celle-ci. Voilà. Alors c'est pas une résistance non plus majeure, c'est pas une clôture mensuelle comme on a ici. Les, les lignes pleines sont des clôtures mensuelles donc très importantes. Mais voilà, la prochaine résistance sera 1,3172. Donc en cas d'inflation supérieure à 2,9, le GBP/USD ira chercher les 1,3172. Maintenant, en cas de déception, eh bien, le GBP/USD reviendra sur 1,30, tout simplement. Que penses-tu de l'euro-dollar, nous dit Jean-Yves? Alors, l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, moi, je suis plutôt neutre sur du court terme, même si l'euro progresse. En fait, c'est pas l'euro qui progresse. Enfin, si, un petit peu, mais c'est plutôt le dollar qui se déprécie et qui donc supporte toutes les paires majeures. Si on regarde concrètement la USD, l'USD CAD, etc., etc., bon, à part l'USD CAD parce que c'est la devise, la paire, c'est l'inverse, c'est pas AUD/USD, mais c'est USD CAD, donc l'USD, au lieu que ce soit la deuxième devise, c'est la première, c'est la devise qui est comparée.
Euh, donc voilà, mais si on regarde AUD-USD, si on regarde Eurodoll, GBP-USD, voilà, toutes ces paires majeures, eh bien c'est haussier. Si on regarde l'USD CAD, l'USD CHF, l'USD Yen, c'est baissier. Ce n'est pas parce que toutes les autres devises sont achetées, mais c'est simplement parce que le dollar est vendu. Vous voyez, on a toujours un scénario USD-CHF, direction les 0,9558. Alors je pense que ça va rapidement être atteint. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a l'eurodoll qui a déjà passé ce pivot-là. Donc si on inverse, regardez, on va mettre USD-CHF, donc on a l'USD-CHF et l'euro-dollar. Vous savez que ces deux devises sont, enfin ces deux paires sont totalement sont corrélées négativement. Tout simplement parce que le franc suisse est dorénavant corrélé à l'euro, parce que la Suisse réalise une bonne partie de son PIB grâce à l'Union européenne, grâce aux pays membres de l'Union européenne. Et donc si on a des pays membres de l'Union européenne qui ont une croissance moins bonne que prévu, on a un commerce qui s'affaiblit en Suisse et donc la monnaie qui se déprécie. Donc bref, l'économie suisse dépend entre guillemets de l'économie de l'Union européenne. Donc maintenant, si on met l'eurodoll, on aura, vous voyez, deux courbes opposées. Maintenant, si on met 1 moins euro USD, donc ça, tout simplement l'inverse. Ou si vous préférez, au lieu de mettre 1 moins euro USD, si ça vous perturbe, vous mettez USD euro. Vous inversez. Voilà. Et donc on a, vous voyez, une corrélation totalement, eh bien, dans ce cas, qui est positive. Vous voyez que l'eurodoll inversé a cassé donc son pivot du 29 juin. L'USD CHF ne l'a pas fait. Donc c'est ça que j'anticipe, c'est une cassure de ce pivot-là. Donc, j'ai envie de dire, le scénario au minimum de l'USD CHF, c'est 0,9558, donc on l'avait établi il y a maintenant une semaine, il me semble. Mais si vous êtes un trader sur long terme et vous pensez que l'eurodoll va progresser jusqu'à, par exemple, 1,16, 1,17 ou 1,20, eh bien l'USD CHF, c'est-à-dire que vous êtes baissier et que vous pouvez viser 0,95 voire 0,94. Voilà, c'est entièrement possible. Donc c'est à vous de voir selon votre positionnement. Mais vous pouvez pas être acheteur de l'euro CHF, de l'euro USD et acheteur de l'USD CHF. C'est tout simplement se hedger. Enfin, ça sert à rien en fait. Si vous mettez un lot sur l'USD CHF et un lot sur l'euro dollar, ça ne vous servira à rien. Enfin, un lot à l'achat sur les deux, je vous parle. Maintenant, si vous mettez un lot à l'achat sur l'euro dollar et un lot à la vente sur l'USD CHF, ça revient un petit peu à faire deux lots d'achat sur l'euro dollar ou deux lots de vente sur l'USD CHF. Parce que on a vu la corrélation est totalement positive, donc il n'y a aucune diversification à trader les deux devises en même temps. Voilà, ça fait qu'accentuer le risque. Enfin bref, si vous ne voulez pas acheter, si vous ne croyez pas, enfin, si vous ne voulez pas acheter l'euro pour n'importe quelle raison que ce soit, vous pouvez acheter l'USD CHF. Vendre l'USD CHF, excusez-moi. Donc voilà, premier objectif, l'USD CHF qu'on avait établi la semaine dernière, c'était 0,9560, mais sachez que ça peut aller beaucoup plus bas sur du moyen long terme. L'USD Yen, alors quelle devise sous-performe? L'USD Yen, c'est un peu le graphique qui nous donne la devise la moins performante du Forex. Donc pour le moment, c'est bien l'USD. Vous voyez que l'USD est baissier, on sait que le Yen est également baissier sur du long terme. On regarde l'euro-dollar parce que l'euro sous-performe ces dernières séances. L'eurodoll repart à la hausse. Alors, excusez-moi, j'ai pas répondu à votre question, Jean-Yves, je me suis éloigné, mais l'eurodoll, concrètement, alors moi je suis mieux sur du court terme, parce que j'aimerais voir le cours revenir sur cette oblique haussière pour passer à l'achat. Donc voilà, j'aimerais ce genre de scénario, par exemple. Maintenant, tant que c'est à la hausse, eh bien, si vous êtes à l'achat, autant en profiter. Moi, concrètement, je ne suis plus dedans. J'ai arrêté autour des 1,1450 dès qu'on avait tapé cette oblique baissière en rouge. Mais maintenant, écoutez, l'eurodoll semble progresser, donc pourquoi pas viser les 1,1631. Maintenant, payer l'eurodoll à ce niveau de prix, pourquoi pas. Après, je ne vois pas un bon ratio risque-rendement, mais voilà, tout dépend de vous. Si vous voyez une bonne stratégie avec un bon rendement, pourquoi pas. Moi, en tout cas, je ne vois pas où je pourrais positionner mon stop de façon sûre pour avoir un bon rendement en visant les 1,1650. Maintenant, si l'eurodoll revient à 1,12, 1,1250 ou même à 1,13, eh bien, ça sera un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat.
L'USD CAD. Alors l'USD CAD continue de baisser. Alors voilà, l'USD CAD, vous voyez que l'USD vraiment il se déprécie face à toutes les devises majeures. Donc c'est vraiment le dollar qu'il faut shorter. L'USD CAD, donc on a toujours, enfin moi j'ai toujours mon sentiment baissier hein, jusqu'à 1,25. Alors est-ce que le CAD progresse? C'est ce que nous allons voir, c'est XY. Voilà la tendance du dollar canadien. Le dollar canadien progresse grâce tout d'abord à la hausse du pétrole, la récente hausse du pétrole, et enfin grâce au début d'hausses des taux de la Banque du Canada. Enfin, pour être précis, c'est la spéculation quant à une hausse des taux de la Banque du Canada qui soutient le dollar CAD. Voilà, donc le dollar CAD il est bullish. C'est l'une des devises les plus performantes depuis un mois, alors que depuis le début de l'année, bah, c'était l'une des devises les moins performantes. Mais voilà, la spéculation a commencé au mois de juin. Vous voyez à peu près ici, début juin. Début juin, on a eu une spéculation quant à une hausse des taux et c'est allé très très vite. Depuis début juin, le dollar CAD s'est apprécié de plus de 6%. Donc, ce qui est juste énorme. 6% face au, au, au panier des devises majeures. Donc c'est relativement important. Donc l'USD CAD concrètement, c'est baissier, direction les 1,25 sur du moyen terme. Alors, il me semble qu'on a fait toutes les... Alors non, l'AUD-USD, pardon, et le NZD-USD. L'AUD-USD, voilà, on a vraiment une belle tendance haussière. Je pense que l'AUD-USD, c'est l'une... Bah, l'AUD-USD et l'euro-dollar, c'est les deux devises, les deux paires les plus performantes depuis le début de l'année. On a eu le début du signal du sentiment de IG qui avait été donné le 2 juin. Depuis, il y a pas mal de gains. Nous, on vise toujours les 0,80 et voilà, tout simplement. Alors, on vise les 0,80. Moi, ce que j'aimerais voir par contre, c'est que la UD revienne sur 0,7757. Là, on est sous une résistance importante. Pas besoin de prendre des prises de bénéfices parce que il n'y a aucune raison de clôturer les positions AUD. Ce qu'on voit sur l'AUD, le NZD, l'euro, le CAD, pourquoi ces devises sont extrêmement bullish? C'est tout simplement parce que le marché table sur une hausse des taux de ces banques centrales. Alors pas maintenant, ça dépend les banques centrales. Par exemple, pour la BCE, le marché table plutôt sur une hausse des taux en 2018. Mais voilà, elle commence déjà à spéculer et c'est pour ça qu'elle est achetée. Parce que fondamentalement, si on regarde les taux directeurs sont beaucoup plus faibles. Bah, ils sont ces taux à 0% de la BCE, alors que les taux de la Fed, ils sont à 1,25 maintenant. Donc voilà, c'est pas les taux qui justifient les tendances, mais c'est plutôt la spéculation quant à la direction de la politique monétaire. Voilà, donc l'AUD, la RBA, la RBA, la RBNZ, la BOC et la BCE devraient commencer une hausse des taux ces prochains mois, ces prochains mois tout simplement. Bon, la BOC l'a fait la semaine dernière, et donc c'est pour ça que on a vraiment une tendance bullish sur la USD, une tendance bullish sur l'USD, une tendance bearish sur l'USD CAD, une tendance bullish sur le Rodol et une tendance bullish sur le NZD USD. Voilà, donc la USD concrètement, on peut carter les achats jusqu'à au moins 0,80. NZD USD, voilà, vous pouvez voir cette nuit du mouvement, étant donné que eh bien l'inflation a été revue à la baisse. Euh, mais voilà, on a toujours le NZD qui est supporté par la spéculation et en plus par la faiblesse du dollar US. Voilà, donc c'est toujours haussier, direction 0,7385. Alors on a également des positions sur la UD Yen, la UD Yen qui progresse un peu plus doucement que la UD USD, mais on a toujours notre scénario jusqu'à 90. Le CAD je vais regarder comment il se porte. CAD voilà, sur un pivot. Alors si on a une clôture, si on a une vraie clôture, moi j'aimerais avoir une clôture mensuelle au-dessus de ce pivot-là, à globalement 88,50, 89, voilà, au-dessus de cette zone. Ça sera haussier, direction 92,28. Voilà, donc on attend la clôture mensuelle. NZD Yen, pareil, c'est haussier mais avec un momentum un peu plus faible parce qu'on a vu que c'est le dollar US qui sous-performe et qui donc est une devise à juxtaposer face aux devises fortes qui sont l'AUD
le NZD, le CAD et l'euro. Et donc NZD Yen, vous pouvez voir qu'il y a un mouvement un peu moins bullish, mais la tendance reste bull, direction 83. On n'a pas de signaux baissiers, on n'a pas de divergence baissière sur le NZD Yen, on a des positions acheteuses qui ont été liquidées, mais voilà, toujours un RSI qui est avec un momentum haussier, et donc 83,41, c'est une question de temps. On passe sur le marché des indices, donc moi honnêtement je ne table sur aucune tendance en intraday. D'ailleurs le marché européen ouvert à la baisse. Hier dans mon article j'avais plutôt un sentiment boule. Alors sentiment boule qui a été rattrapé par Wall Street. Voilà, à Wall Street, bien ça a plutôt shorté, on se tenait pas si mal, enfin on était c'était pas non plus haussier, mais concrètement les indices étaient plutôt neutres hier. Et après l'ouverture de Wall Street, eh bien ça a été plutôt baissier. Voilà, donc le CAC, d'un point de vue technique, il s'inscrit toujours dans son canal descendant. Là, on peut voir que le cours a été influencé par cette oblique. Et donc voilà, le CAC devrait retourner à la baisse. Et je pense qu'il peut retourner à 5117. Est-ce qu'il faut shorter? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que Wall Street est concrètement orienté à la hausse. Donc on a toujours Wall Street qui, quand il est orienté à la hausse, soutient les indices mondiaux, européens, asiatiques. On a d'ailleurs des indices asiatiques qui sont plutôt qui ont été plutôt bullish. Si on regarde, donc c'était le Hang Seng, il me semble, le Hang Seng la semaine dernière a marqué des nouveaux records, comme Wall Street. Donc voilà, on n'a pas non plus un marché des actions baissier. Donc voilà, je m'abstiendrai de shorter le CAC pour le moment. Le DAX c'est pareil, alors il ouvre avec un gap baissier, il trouve un support à 12 500. Voilà, honnêtement, moi, les indices européens, je ne les traderai pas aujourd'hui parce que voilà, il y a des indicateurs qui s'opposent. On a concrètement Wall Street qui marque des nouveaux records ces dernières séances, à part hier. Et d'un autre côté, on a d'un point de vue technique une tendance baissière. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à cerner un petit peu la tendance du marché sur le marché des actions. Enfin, l'Eurostoxx, qui donne un point de vue plus général des indices enfin des actions européennes, eh bien vous pouvez voir qu'il est également orienté à la baisse. Il est à 3500 points, donc niveau de support important. Si on a qu'à sur l'Eurostoxx à 3500, le DAX à 12 500 et le CAC à 5002, si on a une cassure journalière, eh bien ça sera un signal baissier. Et dans ce cas-là, si on a la cassure de ces trois pivots, nous pourrons shorter les indices européens. Mais pour le moment, ces pivots sont synonymes de tendance haussière sur les indices. Et donc, tant qu'on évolue au-dessus, eh bien, tendance de court terme est plutôt haussière. Je suis en position longue sur le Cayenne, un petit mot, donc peut-être, voilà, c'est bon, la question a été répondue, il me semble. Donc, voilà, pour ce qui est des indices, donc vraiment pas grand chose hein, aujourd'hui. Honnêtement, je ne vais pas pouvoir vous donner d'indications sur les indices. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de conviction forte. C'est ça que je veux vous dire. Le pétrole, alors a cédé sous la moyenne mobile à 50 jours, est toujours inscrit dans son canal descendant. Moi, ce que j'attends sur le pétrole, c'est un retour sur son oblique baissière, sur le haut du canal baissier, pour le shorter. Voilà, c'est vraiment mon scénario swing trading que j'attends. Ça coïnciderait également avec une cassure de 50 du RSI. Voilà, si on accompagne, regardez, ça vient taper, ensuite on a 50, la cassure de 50 du RSI. Ça vient taper ici, cassure de 50. Bon, ici, ça vient pas taper, mais on a un niveau de résistance important, c'est la moyenne mobile à 50 jours, plus cassure de 50 du RSI. Mais vous pouvez voir que la tendance était beaucoup plus faible parce que on avait un signal moins important que les deux précédents signaux. Donc voilà, donc si vraiment on a un retour sur cette oblique, qu'on a un repli et que le RSI journalier casse 50, ce sera le signal parfait pour passer à la vente. Vraiment. Donc voilà, moi c'est la stratégie qui est en stand-by pour le moment, mais que j'attends impatiemment. Le gold progresse. On a tout simplement déjà un repli du dollar US qui, eh bien, mécaniquement fait remonter les devises et enfin les devises, les matières premières parce qu'ils sont cotés face au dollar. Et après, on a
eh bien, un marché des actions, certes, Wall Street est à la hausse, mais on n'a pas non plus euh, une tendance haussière comme on a connu au premier trimestre de l'année, c'est-à-dire où tous les indices mondiaux étaient à la hausse. Donc le gold, le marché cherche à se diversifier en achetant du gold. C'est pas de l'aversion pour le risque, mais c'est simplement de la diversification. Donc le gold progresse 1235 $. Il devrait peu à peu revenir chercher 1241. Hier, on a eu un signal d'achat. On a eu la clôture d'un mois immobile à 20 jours. On a eu la clôture au-dessus des 38,2% de Fibonacci. Et donc, le prochain niveau de résistance est d'un point de vue technique à 1241. Donc, ce n'est, je pense, qu'une question de temps. Mais le gold devrait venir chercher 1241 cette semaine. Quelle est votre approche pour rentrer en position de la part? Alors, très bonne question à Gaillan. Alors, j'essaierai de faire un webinaire plus détaillé. Alors, concrètement, déjà, je regarde d'un point de vue fondamental l'actif en question. Donc, ça peut être des matières premières ou les devises. Ensuite, je regarde l'analyse technique. Donc, je pense que c'est cette partie-là qui vous intéresse le plus. Je regarde, alors tous les indicateurs sont devant vous, hein. On a le RSI journalier à 14, donc que je constate. La cassure 50 me donne déjà un premier signal. J'essaie de combiner au moins deux signaux avec une convergence entre analyse technique et fondamentale. Donc, le RSI, déjà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et je me suis vraiment spécialisé dessus cette dernière année, depuis l'été dernier. Voilà, vraiment, le RSI, c'est l'indicateur avec lequel je fais mes analyses. Donc voilà, le RSI, donc là il est orienté à la hausse, on a un momentum bullish. On est en dessous de 50. 50 d'un point de vue statistique, c'est une zone où le cours peut eh bien soit se retourner ou soit casser et donc donner un signal haussier. Donc si on a la cassure de 50, je cherche un deuxième signal. Ça peut être sur le graphique hebdomadaire. Après, je ne me, comment dire, pour avoir des signaux forts, je ne me concentre pas sur des petites unités de temps. Donc tout ce qui est horaire, pourquoi pas pour affiner l'objectif, vous voyez, mais pas pour avoir des signaux, pas pour avoir des signaux techniques. Donc là, on a la cassure de la moyenne mobile à 20 jours. Si on a la cassure, par exemple, d'une d'une résistance plus la cassure de 50 du RSI, ça sera un signal haussier. Si d'un point de vue fondamental, par exemple, si on a le marché des actions qui consolide, ça veut dire que le marché eh bien n'est pas en appétit pour le risque. S'il n'est pas en appétit pour le risque, il est soit en aversion, soit il cherche à se diversifier. Parce que c'est toute une question de flux, hein. Les flux se transfèrent de marché en marché. Donc si le marché des actions ne progresse pas, c'est-à-dire qu'il y a un autre marché qui, soit les autres marchés sont en consolidation, ou alors il y a d'autres marchés qui profitent de la prise de bénéfices sur le marché des actions. Ça peut être le marché des obligations, ça peut être des devises, ou ça peut être des matières premières. Voilà, donc si le marché des actions par exemple retrace, c'est-à-dire que le rendement n'est pas une valeur recherchée par le marché, et donc concrètement c'est l'opposé, l'aversion, la valeur entre guillemets refuge, ou en tout cas de diversification qui est à la recherche, et donc l'or progresse. Donc si on a d'un point de vue technique deux signaux haussiers, le marché des actions qui consolide ou qui retrace, concrètement le gold, moi j'aurai un signal haussier. Voilà. Donc après, je m'adapte forcément à chaque actif. Pour le pétrole, je vais regarder un petit peu le marché de pétrole. Là, ce que je constate, c'est que les efforts de l'OPEP ne suffisent pas parce que le nombre de forages aux États-Unis a doublé en l'espace d'un an. On est passé de 300 environ 350 puits de pétrole aux États-Unis l'été dernier à aujourd'hui plus de 700. Ouais, donc on a un nombre de forages qui progresse, le gaz de schiste qui progresse, euh, la production américaine qui progresse, et donc qui compense un petit peu les efforts de l'OPEP. Et donc on n'a pas vraiment de rééquilibrage. Enfin, à long terme, si on a un rééquilibrage quand même, parce que voilà, d'un point de vue mathématique, on a quand même l'OPEP qui fait réduire les stocks de pétrole, enfin le pétrole sur le marché. Mais voilà, ça devrait prendre plus de temps que prévu et donc le marché est déçu. Et donc voilà, donc je cherche d'un point de vue fondamental plutôt à shorter en ce moment. Maintenant, si l'OPEP dit qu'ils vont réduire sa production, imaginons, hein, ça ne sera pas réalisé, enfin je ne pense pas. Mais si au lieu de 2 millions de barils par jour de réduction, il passe à 5 millions, dans ce cas-là, je changerai mon biais.
je changerai mon biais pour être positif. Mais voilà, je ne fais pas trop non plus de spéculation trop lointaine parce que les choses changent vite. Regardez la Banque du Canada, on n'avait pas de spéculation quant à une hausse des taux il y a 2 mois. Maintenant, le CAD a été acheté, c'est apprécié de plus de 6% d'un mois. Donc voilà, je ne préfère pas faire des prévisions du marché du pétrole pour 2020. Vous voyez, c'est pas non plus, euh, bah déjà c'est pas dans mes cordes et en plus je trouve ça un petit peu trop abstrait. Voilà. J'ai du mal à savoir comment les gens font des prévisions pour 2020, étant donné qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans 2 mois. Donc voilà, Al Gaillan, j'espère vous avoir renseigné, mais concrètement, je veux une convergence de l'analyse technique fondamentale avec des signaux sur du journalier, 2 signaux techniques, avec un signal du RSI et soit une cassure d'une résistance ou d'un support et la cassure de 50 ou une divergence haussière ou baissière du RSI. Donc sur la UDSD, il y aura une petite correction pour repartir sur 0,80. Merci Daniel. Alors en fait moi j'aimerais voir une correction parce que voilà, la UDUSD je ne suis plus dedans pour être honnête avec vous et donc voilà, payer à ce niveau de prix là, j'ai du mal à honnêtement à trouver après sur du long terme avec un faible effet de levier, un effet de levier de 2 par exemple, pourquoi pas l'acheter, mettre un stop extrêmement loin et viser un point extrêmement haut, mais voilà, ça serait sur du très très long terme et c'est pas vraiment ma stratégie. Moi, je suis plutôt un swing trader ou sur du moyen terme, c'est-à-dire quelques séances à quelques semaines. Mais donc voilà, la UDUSD, honnêtement, l'acheter maintenant, mettre un stop où pour viser quel objectif. Si je vise les 0,80, mon stop, eh bien, à part le mettre à 0,77, qui serait la première zone où mettre mon stop, parce que je le mets généralement en dessous du précédent plus bas. Donc là, on peut voir, on a eu une hausse, un pivot, et c'est reparti. Donc là, mon stop, je le mettrai là. Maintenant, si on regarde avec cet outil, voilà, on a, imaginons, hein, c'est vraiment un exemple, juste pour vous faire voir pourquoi je ne paye pas la UDUSD à ce niveau de prix. Voilà, donc je vise à 0,80, j'ai ma position au prix actuel, et j'ai mon stop en dessous, voilà, au plus bas de ce pivot. J'ai un ratio risque-rendement de 0,65. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je cherche au moins 1,5. C'est le strict minimum. Donc voilà pourquoi je ne vise pas je n'achète pas pardon la UDUSD. Par contre, si on a un retour à 0,7750, ce qui serait intéressant, voilà, on met le point d'entrée ici, on met un stop, voilà, par là, et on vient chercher les 0,80. Et vous voyez, on a 5,31 si on met un stop très serré. Maintenant, si on veut un stop un peu plus large, vous voyez qu'on a vraiment de la place pour avoir un stop large et un ratio intéressant. Donc voilà, je ne suis pas baissier sur la UDUSD. Au contraire, je suis totalement bullish. Maintenant, si on a un pullback, eh bien, j'en profiterai pour passer à l'achat. Ce qui est la même chose pour le NZD-USD. Voilà. En tout cas, la UD Yen et le NZD Yen, on est toujours dedans. Malgré la super-performance du Yen face au dollar US, il aurait fallu plutôt garder les positions face au dollar US. Donc, il aurait fallu garder les positions acheteuses sur la UD Yen, le NZD Yen, la UD USD, pardon, le NZD USD. Mais voilà, tant pis. Donc voilà, écoutez, la UDI en tout cas on est toujours dedans et on vise les 90. Alors il n'y a plus de questions. En tout cas, El Gaillan, pour être plus précis, je ferai vraiment un plan de trading de ma façon de trader, je pense vers la rentrée. Euh, mais voilà, j'espère, enfin je pense que vous avez un petit peu saisi ma méthode de trading. Euh, Merci à vous pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vais donc vous donner rendez-vous sur cdfx.fr pour les articles. Et sinon, rendez-vous demain à la même heure pour le prochain webinaire. Je vous rappelle, aujourd'hui, l'annonce importante sera l'inflation du Royaume-Uni. C'est vraiment l'annonce de la journée. Merci à vous tous pour votre attention. Excellente journée et à demain.